Chers amis de Rive 54, randonneuses et randonneurs, salut à toutes et à tous. Le mois de juillet 2020, j'avais fait avec Romain les fermes isolées de la région de Longwy et jusque ici. On était venu sur cette ferme qu'on appelle la ferme de Ronfontaine ou la ferme de mon idée. Alors j'ai eu des explications parce que je me suis servi, je me suis inspiré du livre de l'ancien maire, monsieur Léon Collin, pour retracer une partie de ma vie dans le village de Grand-Failly. Alors, cette ferme que vous voyez, ça c'est la ferme de Ronfontaine. Alors, on m'a dit dans son ouvrage que à la ferme de Ronfontaine existait une source qu'on appelle la source du Launois, le Launois. Eh bien, cette source, la voici, elle est toujours... Alors, auparavant, dans le temps, hein, bien sûr, il y avait un rond, d'où le nom de la ferme de Ronfontaine. Il y avait un rond et c'était la source qui était là. Bon, maintenant il y a un bac, mais on voit que cette source existe toujours et qu'elle coule tout le temps. Dans les années 1837, c'est pas tout neuf, le sieur Lorrain, c'était un cultivateur du village de Grand-Failly. Il remarque que les terrains situés autour de la ferme de Ronfontaine étaient très difficiles à cultiver, étant trop éloignés du village de Grand-Failly. Il décide de construire une nouvelle ferme. Et c'est de là le nom de la ferme de mon idée, parce que ce monsieur, bien sûr, avait été, comment dire, ses parents ne voulaient absolument pas qu'il achète ces terrains-là, parce que c'était pas rentable et tout ça. Et finalement, il lui a dit, moi, c'est mon idée. D'où maintenant la ferme de mon idée, qui est devenue une exploitation agricole très importante, qui est gérée par Alain Brendacher. Et donc, depuis cette époque, c'est la ferme de Ronfontaine qui existe. Cette toute petite source d'où l'eau noire, donc un bac de retenue, bien sûr. Et puis, regardez, le printemps approche, les amis. Vous voyez pas un peu tous ces belles personnages qui commencent à poindre? Voilà, alors tous ces renseignements, comme je viens de vous dire, c'était donc un livre élaboré par monsieur Léon Collin, qui en avant-propos a une inscription du maire actuel de Grand-Failly, Jean-François Damien, qui raconte justement que ce livre est fort utile pour se souvenir de tous les moments où il se passait à Grand-Failly avant la guerre 14 et après la Deuxième Guerre mondiale également. On vient de quitter donc la ferme de Ronfontaine, qui est juste dans le creux derrière nous, près des sapins. Et on est ici au niveau des terrains d'exploitation de la ferme de Alain Brendacher. Et devant vous, voilà. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de la petite source du Launois, que l'on appelle le Launois. Et toute cette haie là qui va, c'est ce qu'on appelait, nous, quand on venait à la chasse dans ces endroits-là, c'était la haie de Louno. Alors, Louno, Launois, est-ce qu'il y a des... Bon, je pense que c'est peut-être un terme patois, mais enfin, ça ressemble étrangement. Et tout au bout de cette haie, là, à environ 2 km tout juste de là, ce petit ruisseau du Launois rejoint l'Autun, juste à ce niveau-là. Derrière vous, c'est le village de Saint-Laurent-sur-Autun. La particularité également de la région, tous ces terrains qui sont sur ma droite, donc tout ce qui est par ici, c'est la commune de Grand-Failly. Parce que la ferme de Ronfontaine est un écart, c'est l'écart le plus éloigné de la commune de Grand-Failly. Et de l'autre côté de cette haie, donc sur la gauche, c'est la Meuse. Voilà, alors là vous avez la ligne de département qui sépare la Meurthe-et-Moselle et la Meuse. Alors nous sommes donc ici à l'intérieur de la forêt de Sorbévaux. C'était une ancienne ferme que l'on vous montrera tout à fait après. Mais regardez voir, est-ce que vous ne trouvez pas une similitude entre cette photo de juin 1979 et cette petite maison là? Moi il me semble que si, hein. Eh bien c'est le seul vestige qui reste de la ferme de Sorbévaux. Regardez, c'est même marqué sur l'entrée de cette petite chapelle Notre-Dame de Sorbévaux. Alors c'est vraiment un vestige. Alors elle a été restaurée, malheureusement, encore une fois, c'est fermé parce que l'intérieur il n'y a plus grand chose, hein. Après avoir quitté donc la petite chapelle de Sorbévaux, on est ici au niveau du plus grand sapin de la forêt, ce qu'on appelle le sapin président. Je peux vous garantir que ce sapin président, je suis persuadé que mon grand-père et mon père ont planté toute cette forêt de sapins, tous ces sapins. Jusqu'en 1930, c'était une exploitation, la ferme de Sorbévaux, que je vous montrerai tout à l'heure dans le livre de Léon Collin. Et puis regardez, j'ai en ma possession une lettre de monsieur Fordoxel. Monsieur Fordoxel était le propriétaire de ce bois. Et il a fait planter des sapins à mon père et à mon grand-père dans les années entre, on va dire, 1934-35 jusqu'à 38.
parce qu'en 1938, mon père est parti à la guerre, et puis voilà. Donc tout ça, ça a été planté. Ce ne sont plus les sapins d'origine, hein. Ça a été bien sûr coupé et replanté. Mais voilà l'histoire de ce sapin. Mais celui-là, je suis persuadé que ça date de l'époque où mon grand-père a planté les sapins dans la forêt de Sorbévaux. Voilà, nous sommes donc ici sur le chemin d'accès à une ancienne ferme qui existait. Elle est juste en dessous sur le promontoire, en face de la plaine de Grand Failly. C'est la ferme de Sorbévaux. Elle a été exploitée par la famille Valentin jusqu'en 1930. Et comme je l'ai expliqué au niveau du sapin président, en 1930, les terrains difficiles d'accès, pas faciles à cultiver, pas trop rentables, ce qui fait finalement que l'exploitation agricole a été abandonnée et des sapins ont été plantés par M. Fordoxel. Je vais vous montrer quelques images qu'avait retransmis M. Léon Collin, pardon. Il fait quand même un peu froid, hein. Voilà, regardez un peu. La ferme de Gilles Boé, de Sorbévaux au Gilles Boé. Hein, elle était quand même belle. Il faut simplement savoir qu'en 1939-1940, elle a été le siège de l'armée allemande qui ont occupé cette ferme pour en faire un... Regardez, il y a d'autres photos encore de cette ferme. Vous voyez ? Enfin, ça, c'est M. Léon Collin qui a fait tout ce bouquin, c'est vraiment formidable. Donc, pour revenir, donc, cette ferme est située en dessous, difficile d'accès par la commune de Grand Failly, parce que c'était un chemin qui était un chemin de terre qui amenait sur cette ferme. Le seul accès, le mieux, c'était donc celui-là qui descend sur la ferme. On vient donc de quitter la forêt de Sorbévaux derrière nous, et puis on passe bien sûr devant le mémorial dédié aux 2967 soldats américains, interalliés et allemands qui ont été inhumés de 44 à 48 ici dans le champ que vous avez derrière vous. Je peux vous en parler savamment puisque mon père, qui était rentré de la guerre à cette époque-là, s'occupait du cimetière. Ils sont restés 4 ans et puis voilà. Bon, ils en ont fait quand même un lieu de mémoire pour honorer la bataille des Ardennes qui s'est passée à une cinquantaine de kilomètres d'ici, la bataille de Bastogne. On va maintenant donc descendre sur le petit village de Grand Failly et là je vous en dirai un peu plus sur ma présence à Grand Failly depuis pas mal d'années. Nous sommes donc maintenant à l'entrée de Grand Failly. Alors, nous sommes en juillet 1945. La guerre avec l'Allemagne nazie est terminée depuis le 8 mai. Et mon père Georges, libéré depuis le 26 mai 1945, décide de retourner dans son village natal qui est derrière vous. Avec lui, il ramène sa femme Marthe, qu'il a épousée le 21 juillet à Spire en Allemagne. Et un petit bonhomme de 18 mois, en l'occurrence, c'est moi. Mais bon, j'ai plus 18 mois. Malheureusement, il y a 75 ans qui se sont déjà écoulés. Alors, pour vous dire que je suis arrivé dans ce village de Grand Failly en 1946, j'avais 18 mois exactement. Et puis, depuis, j'ai plus jamais quitté Grand Failly. Et c'est un bonheur pour moi de toujours venir me réfugier dans ce village que j'ai adoré et que j'adore toujours, bien entendu. Donc, avant de vous faire découvrir ce petit village de Grand Failly, j'ai connu depuis 1945 tous les maires de la commune, en commençant par M. Paul Pilon, qui était donc le beau-père de ma cousine Gisèle, la première ferme qui est juste en dessous. Il y a eu ensuite M. Henri Vester, que j'ai très bien connu également. De 53 à 71, c'est M. Léon Collin qui a écrit cet ouvrage. Puis c'est mon père Georges Richard de 71 à 83, ensuite André Collin et actuellement Jean-François Desmiens, toujours maire actuel et qui commence son 5e mandat. C'est quand même beau pour une petite commune comme Grand Failly, hein. On va descendre maintenant dans l'intérieur du village et découvrir la première curiosité, la fontaine du Catinat. Nous sommes devant la fontaine à Beauvoir, la fontaine de Catinat. Alors, monsieur Léon Collin signalait que dans les services départementaux des archives de Meurthe-et-Moselle et de Moselle, il n'existe aucun dossier concernant la construction de ce bâtiment hors du commun et sans rapport avec les finances d'une petite communauté comme celle de Grand Failly. Elle a été construite en 1786 et un tel bâtiment sous-entendait un dossier technique et financier.
Qui en a assuré le financement, on ne sait pas. Du travail de recherche pour les futurs historiens. Alors ceux qui sont historiens, cherchez pourquoi on a fait une si magnifique fontaine sans rapport avec la commune de Grand Failly. C'est vrai qu'il y avait des faibles moyens à l'époque. Par contre, il existe donc une pierre qu'on a déjà filmée. Hein. Il reste plus beaucoup de... regarde, elle est complètement dégradée. Le texte de la pierre de fondation, détérioré nuitamment il y a 30 ans, est le suivant. Cette pierre a été posée par moi, Adam, syndic de la SSS de Jean Leblanc, maire Jacques Sanson, lieutenant général, et Guy Tétard, échevin Jean-Jean, greffier en la justice de Grand Failly en l'an 1786. Voilà, bon, il n'y a plus d'inscription, voilà, elle a été dégradée, pourquoi ? Ça plaisait certainement pas à quelques personnes et puis c'est bien dommage. Enfin, le texte est encore d'origine et avant qu'elle soit détériorée, sur cette image, on voit encore les inscriptions. Nous sommes ici devant l'église de Grand Failly. En face, c'est la mairie et nous sommes sur la place de l'église. Sur cette place a été honorée pour le centenaire de la guerre 14-18 à 2018 une borne sculptée. Je pense que c'est un monsieur qui était cordonnier à Longwy qui l'a fait et qui habite un petit peu plus loin à la sortie de Grand Failly. C'était un sculpteur hors pair, j'ai déjà vu de ses œuvres, c'est quelque chose de formidable. Nous sommes donc en présence de l'église Saint-Martin. Le souvenir le plus mémorable pour moi, dans cette église Saint-Martin, mon père étant maire de la commune dans les années 70 jusqu'en 83, avait rencontré le curé de la commune, Jean-Louis Jacot. Un brave curé que j'ai adoré parce que c'était un jeune curé à la mode. Non pas parce qu'il était à la mode, mais parce qu'il causait avec tout le monde et c'était un prêtre très sympathique. Il est mort il y a quelques années, il n'y a pas longtemps, à Saint-Nicolas de Port, à côté de Lunéville. Donc pour en revenir à cette histoire de cette église, un jour mon père me dit « Tiens, Jean-Louis, il a dit si tu ne pouvais pas lui remettre l'horloge en route. » Oh, je dis « tu rigoles toi. » Eh bien, écoutez voir, mes chers amis, j'ai tiré à peu près entre 50 à 60 mètres de câble depuis la sacristie qui est au bout de cette église pour traverser toute la nef et raccorder en courant 220 volts l'horloge pour remonter les contrepoids de l'horloge de l'église. Donc j'ai encore un souvenir et je suis certain que les câbles ils existent toujours. Malheureusement, elle est en panne parce qu'auparavant c'était monsieur Alberge qui s'occupait de l'entretien de cette horloge et qui l'a fait fonctionner de nombreuses années. Maintenant, bien sûr, avec la dégradation. Si vous avez quelqu'un qui veut réparer une horloge d'église à Grand Failly, je vous invite à venir jusqu'à Grand Failly pour la réparer. Donc cette horloge a été remise de nombreuses fois en état par Gilbert Alberge, qui était un horloger hors pair. Hein. Il a fait de très belles choses. En plus, cette église a été rénovée par les habitants du village, dont mon cousin Gilbert, qui était peintre à Longuillon. Ils ont refait tout l'intérieur de l'église. Ce sont les bénévoles du village. Pour ça, j'aurais bien voulu pénétrer à l'intérieur, malheureusement. Et à juste titre, on comprend qu'elle soit fermée, mais elle est entièrement rénovée par les gens du village. Voilà, nous sommes donc ici en présence des moulins qui existaient à Grand Failly. Il y avait sur Grand Failly environ 4 moulins. Le seul qui subsiste maintenant sur Grand Failly, après rénovation bien entendu, c'est le moulin Saint-Nicolas, que nous avons longtemps appelé le Vieux Moulin, alors que c'est pas vrai. Le Vieux Moulin, il était sur l'autre pont, sur Saint-Laurent, à la sortie de Grand Failly, et ils ont trouvé donc des pierres et des vestiges de poutres qui montreraient éventuellement la présence d'un moulin à cette époque. Donc celui-là, il était particulier. Sur la partie, donc le bief à gauche, c'était le moulin céréalier. Il y avait un moulin céréalier. Et en face du moulin céréalier se trouvait un moulin à huile. Donc c'est l'ensemble de ce moulin qui s'appelle le moulin Saint-Nicolas. On est maintenant sur la place Saint-Aignan de Grand Failly. Alors le café, magnifiquement restauré, était auparavant un café-épicerie. Ça appartenait à la famille Goulin. Ensuite, c'est devenu le café de monsieur Pierre Pilon. Et ensuite, ça a été le café de monsieur Rusu, qu'on a connu, je les ai connus tous ces gens-là. Et à côté était la forge de Pierre Pilon, avec son frère Gilles, qui œuvre toujours au vieux métier à Hazagne.
La dernière fois que je l'ai rencontré, il a 90 ans ce monsieur-là. Il était en train de cercler une roue de chariot avec un cerclage en fer. Donc il avait chauffé le machin et il cerclait la roue de chariot. On en parlera un peu plus loin de la roue de chariot parce qu'il y a des histoires avec ces roues quand j'étais jeune, c'était terrible. Nous sommes ici donc en présence d'une construction qui a été faite il y a une paire d'années. Pour devant le bâtiment, le premier bâtiment, c'est une baraque où il y a pour rassembler les chasseurs, la baraque de chasse. Et derrière, c'est une association avec Gilles Bianchi qui s'occupe des jardinages et tout et qui stocke leur matériel dans ces bâtiments-là. Auparavant, parce que j'ai participé à cette construction-là, c'était une porcherie qui appartenait à monsieur Breton. Et qui malheureusement, un jour, en construisant cette fameuse porcherie, sa perceuse est tombée dans l'eau, il était au bout de la perceuse et puis malheureusement il en est décédé. C'est une triste fin pour lui. Ceux qui sont intéressés par des petits livres comme ça, c'était notre village par Léon Collin. C'est un bel ouvrage parce qu'il raconte toute l'histoire du village. Et surtout, si vous avez des idées pour éventuellement découvrir les vieux métiers d'antan, vous avez le village de Romannes-sous-les-Côtes, le village des Roises, qui tous les ans, dans le courant du mois de mai, vous présente ce que faisaient les gens de l'époque. Les lavoirs, les moissonneuses, enfin tout ça, c'est à voir au mois de mai, à la ferme des Roises. Alors un souvenir très vivace de mon époque à Grand Failly, parce que je suis resté pratiquement 1 an ici avec mes parents avant d'aller habiter à Longuevillon. Devant cette porte de grange, j'ai une photo où je suis assis sur un tabouret et puis j'ai une autre photo avec la tête qui sort de la maison de mes grands-parents. Ça, c'était la maison de mes grands-parents. Alors ces pauvres-là, mon grand-père était cantonnier, ils avaient 3 vaches, ils avaient deux chèvres, ils avaient des poules, des lapins. Ils essayaient de survivre, c'était survivre à l'époque, parce qu'il y avait énormément de travail à faire. Et la toute petite fenêtre, c'était le grenier, où là on entreposait les sacs de blé. Et je me souviens tout le temps de mon père et puis d'autres personnes qui montaient à travers sur une échelle des sacs de blé de plus de 100 kg sur les épaules, quand la moisson était terminée, et ils montaient ça dans les greniers. C'était quand même une époque un petit peu difficile. Alors donc on est ici au bout de la rue Saint-Aignan. Donc la rue Saint-Aignan, la maison avec cette camionnette qui est devant, c'était l'ancienne maison de mes parents qui ont vécu ici de 1970 à 1993. Donc une paire d'années, on y a participé à de très nombreuses fêtes, en l'occurrence les fêtes de la Saint-Martin qui se passaient toujours au mois de novembre. On ne sait plus si c'est avant ou après le 11 novembre, on ne sait plus, on a demandé à un habitant, on ne se rappelle plus non plus. Mais enfin c'était de l'époque où il y avait des fêtes absolument énormes dans le village. C'était la seule fête de l'année, il faut le dire aussi, à l'époque c'était la seule fête de l'année. Donc c'était des grands rassemblements familiaux, on se retrouvait tous à table, on passait au bistrot que je vous ai montré tout à l'heure, qui était à l'époque le Café Pilon, on buvait à peu près 7-8 apéritifs avant d'aller manger. Donc voilà, c'était une coutume bien ancrée et qui reste malheureusement encore, mais c'est plus comme c'était avant, ça ne reviendra plus comme avant, de toute façon. Ici derrière moi, c'est la chapelle de Saint-Aignan. La chapelle Saint-Aignan, qui était une petite chapelle qui servait à l'époque aussi d'église, quand c'était un peu trop loin et trop froid, qui a servi de théâtre, qui a servi également pour mettre les objets découverts sur le site mérovingien de l'époque franque. Il y avait quelques vestiges qui étaient là, qui sont partis maintenant sur Nancy. Enfin voilà, c'est l'histoire de cette petite commune de Grand Failly. On va terminer vers le pont de Saint-Laurent. Sur le deuxième pont qui traverse la rivière Lottin de Grand Failly en direction de Saint-Laurent. Par là, on va sur Rupt-sur-Autun, là c'est sur Saint-Laurent. Donc sur ce pont, on enjambe Lottin. Alors pourquoi je vous parle de Lottin? Parce qu'à l'époque de ma jeunesse, j'ai été de très nombreuses fois à la pêche, on se faisait un peu des fois disputer parce qu'on avait toujours peur qu'on se noie, etc., etc. Mais ma passion, c'était cette petite rivière qui serpentait en partant de Saint-Laurent et au fond là-bas, ce qu'on appelle les gros prés. Tout ça, ça serpentait, c'était une petite rivière absolument magnifique qu'on a rectifiée, qu'on a fait toute droite pour éviter les inondations et surtout pour que les terrains soient un peu plus accessibles. Parce que bien sûr, avec tous les méandres que faisait cette rivière, c'était un petit peu gênant. Donc elle a été rectifiée.
Et puis ben voilà, les souvenirs, c'est la pêche aux écrevisses, la pêche à la balance aux écrevisses, où on mettait soit des têtes de poisson, soit des tripes de lapin, mais il y avait de l'écrevisse. Alors la pêche à la balance, c'était tout simple, hein. C'est une balance, c'est un fil de fer rond avec un filet de pêche. Dedans, on avait un fil pour accrocher une tête de poisson par exemple. On mettait ça dans la rivière, un bouchon pour que les 4 fils qui tendaient le truc ne viennent pas poser sur l'appât, de façon à ce que quand on relevait la nasse avec une perche et un triangle au bout, eh bien on relevait la balance et puis les écrevisses étaient dedans. On en a mangé pas mal. Malheureusement, ben, un jour, elles ont disparu d'un seul coup, on ne sait pas trop pourquoi. On ne sait pas trop pourquoi. Dans toute cette plaine de Grand Failly, ben, j'ai connu aussi les moissons d'antan, c'est-à-dire les champs, quand c'était la moisson vers le mois de juillet ou août, les premières faux qui existaient pour faire la moisson et couper les épis dans les champs, c'était une faux qu'on appelait la faux à érige. Alors la faux à érige, vous avez la lame de la faux qui est en dessous et vous aviez 3 bâtons parallèles à la lame, de façon à ce que quand on fauchait, toutes les tiges de blé se couchaient du même côté. C'était bien plus pratique. Et sur cette faux à érige, on avait également un buat que j'ai encore, hein, j'en ai encore un que j'ai conservé à la maison. Le buat, c'est une corne de vache avec un peu d'eau dedans et la pierre à repasser. Non pas pour repasser, la pierre à repasser la lame que l'on appliquait sur la lame pour la repasser. J'ai conservé ce vestige parce que c'est quand même des trucs dedans. Ça s'appelait un buat. On est ici donc à la sortie du village de Grand Failly. Devant vous, c'est la stabulation de mon gendre qui est agriculteur. Sur la commune de Grand Failly, il reste à peu près 5 agriculteurs, ce qui est très peu par rapport à ce que c'était auparavant. Hein, ma foi, c'est tout. Hein. L'évolution, elle a été en sorte que l'agriculture a beaucoup disparu parce que les terrains étaient petits, le remembrement a fait, tout ça. Une anecdote, vous voyez en face de vous, là c'est le chemin qui mène à la haie de Taïch. La haie de Taïch qui est la partie qui a été déboisée, qui auparavant était un petit bois. Et quand on était jeune, on allait donc sur les chariots, où on chargeait des gerbes de blé sur les chariots. Et puis il y avait environ 7 à 8 couches, si ce n'est pas plus, de blé. Pour tenir tous ces gerbes de blé sur le chariot, on mettait une perche. Alors la perche, on tendait la perche du côté où il y avait les chevaux, on la passait sur la totalité. Et après, à l'arrière, sur le timon, il y avait une chaîne avec 2 crochets. On tendait la chaîne et on montait les crochets. On tendait la chaîne de façon à ce que la charge du machin ne tombe pas. Donc quand ces gerbes de blé étaient chargées sur le chariot, ça faisait quand même un certain poids, avec les chevaux, hein, c'était traction hippomobile à l'époque. Quand on descendait cette petite côte, hein, donc de tout ça, ça descendait assez dur, c'était un chemin caillou avec des pierres calcaires très glissantes. Alors à l'arrière, une personne était assise sur le timon et il y avait une manivelle. On serrait la manivelle de façon à ce que les sabots de frein viennent bloquer, ralentir du moins la course du chariot. Mais de temps en temps, quand c'était bloqué un peu trop fort, comme c'était des roues cerclées avec du fer, le fer il glissait sur les pierres. Et puis le chariot, non pas qu'il s'emballait, mais enfin quand on était perché tout en haut du tas de blé, on n'était pas quand même trop tranquille. Voilà donc quelques souvenirs très vivaces de Grand Failly. Le bois derrière vous, c'est le bois de la côte de Pérou. Je venais en pâture avec ma cousine et puis la belle-mère de ma fille actuellement. C'est dingue. 70 années ont passé. Le temps passe très très vite et puis voilà, j'espère que tous ces petits souvenirs vous auront bien fait plaisir. Vous avez des découvertes à faire également et des chemins de randonnée, il y en a plein autour de Grand Failly. Et puis je vous souhaite d'apprécier cette émission peut-être. Et puis à la prochaine fois, je vous salue randonneuses, randonneurs et amis de Rive 54, à bientôt.